Salut la team. Aujourd'hui on se retrouve à la campagne. Ça fait un sacré paquet de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc déjà je suis super content de pouvoir reprendre. Et je reprends pour un événement qui est alors assez anodin pour la plupart du YouTube Game. Mais en tout cas pour moi c'est important. On a passé les 500 abonnés il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Donc merci à tous. Quand j'ai attaqué la chaîne je pensais pas qu'il y aurait déjà 500 pèlerins pour me suivre. Donc ça me fait vraiment plaisir et ça me donne de la force pour la suite, pour continuer à vous proposer du contenu et surtout les bons moments que je vis avec des bagnoles, que ce soit sur la route ou en mécanique. Donc on va continuer un petit peu ce qu'on a commencé depuis quelques années et puis on va étoffer un peu tout ça. Je me suis acheté un peu de matos qui va me permettre de vous faire des vidéos un peu plus qualitatives. Et on commence du coup tout de suite avec l'invité du jour. Vous la voyez, elle est derrière moi, vous la connaissez, c'est la Corvette C5 qu'on avait vue il y a 2 ans sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vous propose l'essai complet de la voiture. C'est parti. Donc cette Corvette, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est pas la mienne, mais c'est une voiture que j'ai eu la chance de beaucoup rouler. J'ai fait tout cumuler environ 5-6 000 bornes, voire un peu plus avec. Sur tout type de route, montagne, autoroute, route de campagne, ville, un peu de ville, pas beaucoup. Puis j'ai aussi un peu testé toutes les météos. Donc j'ai fait de la pluie, de la grosse pluie, de la neige aussi. Je l'ai pris sous 15 cm de neige, c'était pas volontaire, je vous rassure. Et derrière, j'ai surtout pu l'apprécier avec des temps comme aujourd'hui, donc grand soleil. Et c'est ça qui fait plaisir et je pense que c'est là qu'on l'apprécie le mieux. Donc on a sur la voiture un V8 5,7 litres de 354 chevaux. Donc 354, 345, ça dépend des versions. Une boîte automatique avec 4 rapports. Un pont autobloquant. Et c'est bien sûr une propulsion. Donc la voiture a un peu plus de 100 000 km. Et elle est vraiment en très bon état. Ça fait 3 ans que je l'entretiens, elle est super propre. Et c'est vraiment un plaisir de fou que je prends à son volant. Donc c'est celle, comme je vous l'ai dit, du grand-père de mon épouse. Donc Jean-Claude, si vous me regardez, big up à vous. Un grand merci d'avoir pu me mettre le pied à l'étrier sur ce genre de voiture. Parce que forcément... c'est vraiment une machine à plaisir. Quand c'est la première voiture dans ce genre là que vous avez, que vous conduisez en tout cas, c'est toujours assez impressionnant. C'est des souvenirs qui restent gravés et je le remercierai jamais assez en tout cas pour m'avoir donné cette occasion de m'amuser. Donc si on fait un petit tour au niveau de l'extérieur, au niveau du design, on est pile poil dans les années 90. C'est une voiture qui est sortie en 98 jusqu'à 2004. On est en plein dans le bio-design. On a encore les rappels de la précédente génération, la C4, avec la forme générale qui est un peu celle de la C4, mais en beaucoup plus fluide, beaucoup plus arrondi. On garde les pop-up, les feux escamotables. On garde aussi ce qui fait un peu la ligne générale de la Corvette, cet arrière avec ses 4 gros feux. Pour avoir discuté du coup avec des Américains, les répétiteurs, les réflecteurs ici, alors eux ça les fait bondir parce qu'ils trouvent que ça dénature complètement la voiture. Moi j'y suis tellement habitué que bon, moi ça me choque pas, mais c'est vrai que sur beaucoup de modèles ils y sont pas. Alors surtout en Europe, je sais pas si c'était une norme française ou pas. Mais du coup on les retrouve. La voiture elle est équipée des radars de recul. On a bien sûr une magnifique sortie Remus, donc avec 4 échappements. Les feux de recul qui sont là. Et donc cette voiture, il faut dire quand même qu'elle a un cul qui est assez impressionnant. Au niveau des jantes, on est sur des jantes en 17 devant. Donc pour la dimension des pneus, c'est du 245 45 R17. Voilà,
avec des étriers de frein 2 pistons devant normalement, et derrière c'est du 18. Il faut au moins ça pour passer tous les watts au sol, et 275/40 RF18 pour la dimension de pneus, avec un simple étrier derrière. Au niveau du capot, donc on a ce bombement un peu là qu'on voit bien au soleil, ce bombement qui est au niveau du V8, hein, au niveau du milieu. Donc on le verra plus tard, mais c'est une position centrale avant, je vous montrerai le capot ouvert. Et le truc hyper intéressant, c'est que la Corvette elle est sortie en 3 types de carrosserie. Donc coupé targa comme ici, donc on a le toit qui est dans le coffre, je vais vous montrer juste après, on le voit ici, qui nous permet de profiter de la voiture, les cheveux au vent, et puis de remettre le toit quand il y a besoin. Alors la manip elle est un peu sportive, elle n'est pas très sexy, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est surtout de l'avoir fait une fois et puis de profiter une fois qu'on l'a fait. Elle existait aussi en coupé, donc il me semble, sauf erreur de ma part, que les seuls coupés qui sont sortis c'est les Z06, donc avec le bloc qui fait 400 chevaux et la boîte manuelle. Et le coupé il se différencie, donc on n'a pas cette partie vitrée à l'arrière, on a vraiment le pavillon là il retombe vraiment au niveau du milieu du toit, et on a vraiment une malle arrière après qui s'ouvre, pas du tout comme ça. Et on a aussi la version cabriolet que je trouve à mon sens qui est très jolie, ça dénature pas du tout la ligne, où on a vraiment du coup la capote à main, il me semble qu'elle est à main, et puis elle vient se déplier comme ça, et on a vraiment une espèce de bombement derrière en couleur carrosserie, derrière juste les sièges. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je trouve que c'est super joli. On a aussi alors des aérations, donc qui servent pour moi surtout, alors je sais pas si ça sert à faire joli ou pas, mais pour moi ça sert un peu à évacuer la chaleur du moteur et puis du frein, parce que ça chauffe quand même, vraiment beaucoup. C'est un bloc hein, qui tourne assez haut en termes de température, donc il faut évacuer ça au maximum. Donc au niveau de l'intérieur, on est sur une américaine, ça bip tout le temps dès qu'on ouvre la porte, donc une porte qui est quand même assez énorme. Donc ici on est sur une finition avec un espèce de gris marron beige, ouais, gris beige, en cuir électrique. Donc petit souci que la voiture est là, c'est qu'avec le temps la platine elle s'est un peu décrochée, donc faudra que je remette ça à l'occasion. Avec une finition, on va dire une finition qu'on pourrait appeler en bois américain, c'est-à-dire en plastoc, mais ça va plutôt bien dans la voiture. Donc sièges électriques, ils sont pas chauffants, ils sont pas ventilés. Bon, vu qu'on a les cheveux au vent, de toute façon ça va, on peut s'aérer un peu. On a un volant 4 branches, la boîte auto, le frein à main, pas mal de petits rangements, hein, une prise allume-cigare. On a un endroit pour mettre un gobelet, moi je m'en sers pour mettre des pièces. Le fameux lecteur cassette. On a un chargeur 12 CD qui se situe dans le coffre, la radio, bon, tout qui va bien. La clim automatique Bizone, ça c'est super, ça va bien, surtout quand l'été il fait chaud et qu'on n'a pas vraiment envie d'enlever le toit. On a la sono Bose, et qui est une sono de super qualité. Et si on se place un peu au niveau du poste de pilotage, il y a toujours la cinématique des aiguilles quand on met le contact qui est au top. Donc on a tout un menu ici qui nous permet d'afficher un peu ce qu'on veut, donc la consommation de fuel, la consommation d'essence. On a tout un tas de jauges avec des infos qui nous permettent d'avoir tout ce qu'on veut en temps réel. Les données du voyage, des options, on peut paramétrer l'ouverture automatique des feux par exemple, la mettre en miles ou en kilomètres/heure, et voilà, acquiescer les messages. On a aussi le régulateur de vitesse qui se trouve ici. Pas mal de rangements, là on a un rangement aussi, et du coup dans le coffre en fait, quand on n'a pas le toit, on a aussi vraiment une surface de chargement qui est assez énorme. Je vais vous montrer tout de suite.
a quand même un beau volume de chargement. Une fois qu'on a enlevé le toit, on l'enlèvera tout à l'heure. Vous pouvez vraiment aller faire vos courses avec, ça passe super bien. On va aller voir au niveau du bloc. Donc un capot avec une ouverture inversée. Donc notre fameux V8 5 litres 7 LS1 354 chevaux. Alors on va parler un peu entretien. Vous m'avez déjà vu faire la vidange sur cette voiture, donc ça va, c'est assez simple à faire. La plupart de l'entretien est assez simple à faire. On a le filtre à air qui est là, on a le filtre à huile qui est dessous. L'accès à la courroie d'accessoires, il se fait très bien aussi. Alors essayez de pas trop se gêner avec l'ombre. Ça se fait très bien, vous pouvez vraiment être tranquille. Tous les niveaux sont bien. Attention, la batterie, alors elle est fixée, elle est vissée comme ça, c'est un peu chiant. Mais bon, ça se fait vite, mais c'était pas américain. J'ai pas eu de difficulté sur l'entretien de cette voiture. Depuis quasiment 3 ans. Dessus, j'ai fait les bougies une fois la vidange, j'ai changé l'alternateur, on voit qu'il est neuf. J'ai changé les deux courroies d'accessoires, je vous avais montré sur la vidéo. J'ai changé les 4 bilettes de bar stable, donc dans l'ensemble, tout se fait assez bien. Le seul truc vraiment chiant, c'est les bougies. Donc les bougies, en fait, elles sont sur les côtés du V. Alors j'essaierai de vous mettre un schéma pour vous montrer comment c'est foutu un LS1. Alors c'est pas avec des arbres à cam en tête comme nous. C'est que vous avez le vilo qui est au milieu du V. Vous avez un arbre à cam qui est central, et puis vous avez derrière des culbuteurs qui viennent actionner toute la partie soupe à pris. Donc ce qui fait qu'en fait les bougies elles sont sur les côtés. Donc celles qui sont devant là, on voit le fil de bobine là partir là, juste là. Et les bougies donc sont en dessous, juste au-dessus au niveau des échappements là. Donc autant vous dire que celles qui sont devant par là ça va. Autant vous dire que celle qui est là derrière, on galère 5 minutes. Mais sinon ça se fait bien. Donc voilà, tout accessible comme je disais. Donc le moteur est bien en position centrale avant, hein. Vous voyez au niveau de la roue on est vraiment derrière l'essieu avant, ce qui nous permet d'avoir un équilibre des masses optimal. Et surtout c'est une disposition transaxe. Donc on a le moteur, l'arbre de transmission et la boîte et le pont qui sont au cul de la bagnole. On a vraiment une répartition des masses 50-50 et c'est relativement stable comme voiture. Alors faut pas confondre, hein. J'entends souvent dire ouais mais les américaines ça tient pas la route, machin, mes couilles. Non, ça c'est plus une GT ou une supercar qui vise à aller chercher de la Ferrari, de la Porsche. Je pense notamment à la Corvette, la C6 ZR1 qu'on appelait Ferrari Killer. Donc on a quand même un châssis qui est étudié, on n'est pas sur une muscle car, hein. Ça va pas chercher de la Mustang, c'est pas du tout le même type de voiture. Là c'est concurrente aux États-Unis, elle s'appelait Viper à une époque. Je pense que peut-être la GT40, enfin la Ford GT des années 2000 peut-être pouvait aussi être une potentielle concurrente selon le modèle. Voilà, je vais me faire lancer des pistons et me mettre la tête derrière un TDI Reprog pour avoir dit ça, mais voilà, si on regarde du côté des Big Three américains, c'était vraiment les voitures qui lui faisaient concurrence. Mais la Corvette, c'est vraiment le véhicule américain, la supercar où j'étais. Alors dans cette config là, je pense que c'est plus une GT avec la boîte auto. Avec la boîte manuelle, on sera peut-être plus sur un côté supercar. Mais voilà, cette bagnole en tout cas, moi je la trouve à tomber par terre. Si on se pose une seconde, regardez-moi ce 3/4 arrière quoi. Putain mais regardez comme c'est beau, sérieux. Alors, un dernier élément du design que moi j'aime pas pour le coup, alors c'est pas vraiment le design, c'est plus l'assemblage de la voiture, c'est une américaine. Donc une américaine, la plupart du temps c'est assemblé avec les pieds, ils s'en foutent hein, les ricains. Donc là vous voyez on a un espace qui est complètement collé là. Et puis de l'autre côté
on n'a pas le même espace. Au niveau des feux aussi, on n'a pas le même espace de partout, c'est décalé. Bon, c'est assemblé avec les pieds, mais autant vous dire que les ricains ils s'en foutent. Truc intéressant, la Corvette, c'est tout de la fibre, d'accord, la carrosserie. Donc en fait tout se démonte. Vous n'aurez pas les emmerdes d'un panneau de carrosserie qui est soudé, etc. Qu'il faut découper quand on a besoin de le changer. Tout est vissé, donc tout se démonte. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui fait de la fibre, c'est pratique. Coucou JP si t'es là. C'est quand même vachement sympa d'avoir une voiture qui se répare facilement pour qui sait le faire. On va partir essayer la voiture sur la route. Mais avant, on va faire la manip de remise de toit. Vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. C'est chiant, mais c'est pas compliqué. On commence par ouvrir le coffre. Donc on a deux petites encoches ici là qu'il faut tirer en même temps, dans lequel viennent se foutre en fait, elles viennent se mettre dans les éléments prévus pour du toit. On le prend au centre comme ça, hop. Et en fait on va venir mettre les tchitchous dans les trous. Alors tout seul ça se fait, moi j'ai l'habitude, mais pour la première fois, le jour où vous devez le faire tout seul, enfin le jour où vous devez le faire en tout cas pour la première fois, moi je vous conseille d'être deux. Derrière on a une manette, une autre manette et c'est fait. Donc je vous laisse admirer la place qu'on a du coup dans le coffre. Alors à noter que dessous là, ici vous avez plusieurs éléments. Il y a la roue de secours, il y a les éléments pour la crevaison ici. Et là on a notamment le chargeur de CD, encore un rangement. Hop, un tapis qui se barre un peu. Voilà. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Premier truc de la voiture. Le moteur. Bon, sans grande surprise, c'est de ça qu'on se rend compte en premier. Ça pousse très très fort à bas régime. C'est un V8 américain, donc 5,7 litres, c'est coupleux. Et c'est vraiment ce qui nous frappe en premier. Moi, ce qui m'a frappé vraiment, c'est la violence du moteur. La violence du couple en fait à bas régime. À partir de 1005 ça commence à envoyer jusqu'à la zone rouge, hein. Ça envoie jusqu'à 5005, 6000 et vraiment c'est un coup de pied au cul. Alors c'est ma première américaine, la première que je conduis et que j'ai l'occasion de vraiment tester longtemps, et la première américaine de ce gabarit là. Mais vraiment, ce que je dois retenir, c'est cette espèce de fulgurance en fait de la poussée qui est quasi immédiate. Et pour le coup, alors même si c'est pas tellement mon délire, je dois dire qu'elle est quand même bien aidée par la boîte auto, qui permet avec le kickdown de vraiment tomber un ou deux rapports et puis d'aller vraiment avoir cet effet coup de pied au cul qui est extrêmement violent. Alors quand on est derrière le volant, c'est quelque chose. Quand on est en passager, c'est encore plus violent, parce que quand on ne maîtrise pas les choses, on n'a pas forcément le même ressenti. Alors si on parle de la boîte, justement, la boîte c'est une boîte 4 automatique. Je pense que ça fait partie des boîtes indestructibles de chez GM. Alors c'est sûr que si on compare à une DG ou à une boîte moderne, bon, c'est sûr que c'est lent, etc. Mais dans l'idée, moi je trouve qu'elle fait quand même vachement bien le boulot. Elle sait être rapide quand il y a besoin de mettre un coup de kickdown. Alors forcément, hein, ça n'arrive pas aussi vite que d'une boîte moderne, mais on est quand même sur quelque chose qui est qualitatif et qui est pas désagréable à rouler. Alors j'ai testé un petit peu la voiture en manuel, mais très peu longtemps. Et du coup, j'ai pas suffisamment eu l'occasion de faire de route avec, en fait, hein, de faire de la route pour pouvoir me rendre compte des potentielles différences en fait qu'il pourrait y avoir avec la boîte auto en termes de ressenti. Hein, une boîte auto, c'est une boîte à convertisseur, hein, c'est une liaison hydraulique avec le moteur. Là, avec la boîte manuelle, on est vraiment sur une liaison mécanique.
donc ça casse un peu moins la puissance du moteur. Et du coup je serais assez curieux de voir pour avoir une manuelle, parce que ça doit être différent. Je pense que le ressenti doit être différent. En tout cas sur la boîte auto, honnêtement, même si j'aimerais une manuelle, c'est quand même largement suffisant. Et c'est largement suffisant aussi pour se faire plaisir. Elle fait vraiment bien le boulot, il n'y a pas à dire. Je pense que c'est vraiment la boîte en fait qui va faire la différence entre le fait que cette voiture soit plus une GT, donc c'est-à-dire une voiture de grand tourisme faite puissante, faite plus pour cruiser et faire de la route. La boîte manuelle rendra plus un côté un peu supercar à la voiture, donc plus orienté vraiment performance, technique. Voilà, j'emmènerai certainement la boîte manuelle sur circuit, que la boîte auto je dirais presque aucun intérêt, quoi. Vraiment on peut la bloquer en 1, 2, 3 pour les descentes en montagne essentiellement. Moi je trouve que c'est pas très pertinent. Alors on pourrait essayer de se mettre en 2 et de voir ce que ça donne, mais j'ai déjà essayé, c'est pas, non, ça fait pas trop le job. Donc autant la laisser en drive et puis essayer de l'exploiter au mieux sans que ce soit un foot de guerre. Donc on est plus avec cette boîte vraiment sur un esprit GT, grand tourisme, cruising. Donc parlant de la boîte, du coup elle est sur le train arrière. Qui est collé au pont, du coup. Donc le pont est un pont avec un autobloquant dedans, ce qui permet de verrouiller en fait le train arrière et de faire tourner les 2 roues au même moment quand il y en a une qui manque d'adhérence, ou les deux. Alors autant vous dire que des roues qui manquent d'adhérence avec quasiment 500 Newton sur le train arrière, ça arrive souvent quand on le cherche, mais ça va plutôt ça va plutôt pas mal comme config. On est sur un truc qui est quand même assez bien foutu et qui permet de profiter de la voiture et de l'exploiter sans trop de crainte. Alors en parlant de crainte, là je suis sur une crainte. Les dodanes. La bagnole elle est basse, elle est large, donc les dodanes ça se prend à vitesse un train de sénateur on va dire, et faut bien faire attention à tout quand on conduit cette bagnole. C'est à dire que c'est un peu comme avec Anne, faut faire attention encore plus aux autres, parce que du coup vu qu'elle est basse et qu'elle est large et que la carrosserie elle est en fibre et qu'accessoirement j'ai pas envie de la péter, et faut anticiper plein de trucs. Dans les petites routes, les gens qui se poussent pas, et sauf qu'avec une garde au sol assez réduite on peut pas trop se pousser. Les dodanes comme là, faut vraiment les anticiper. Alors on a une petite lame qui fait office de fusible, qui est là pour frotter justement, et bon, accessoirement aussi pour diriger le flux d'air vers le radiateur, mais voilà, c'est vraiment ça qui fait fusible. Au niveau de la direction, si je devais mettre un curseur entre BMW 528i et Alfa Romeo 147 CL-Speed, donc une direction assez floue versus une direction assez peu précise, ça pencherait quand même clairement du côté de la 147. On est sur une direction qui est très précise. On a un bon toucher de route, un bon ressenti au volant, et je trouve que c'est vraiment appréciable puisque ça va avec le reste de la voiture. Ça aurait pu être une faute puisque les américaines, on sait que parfois c'est assez flou, c'est assez smooth, mais là on est sur quelque chose de vraiment, ça répond nickel. Et vraiment un gros big up à cette direction. Le volant pourrait être un peu plus sexy, mais bon, il n'est pas non plus trop dégueulasse. Mais voilà, au niveau de la direction, c'est vraiment nickel. Bon toucher de route, bon feeling, les bonnes infos qui remontent dans le volant, pas trop de parasites, donc vraiment nickel. Allez, je vous ai choisi une petite portion. Alors on a fait une petite portion de ville là, et maintenant on va être sur une petite portion de route un peu typée montagne, dans le Pilat pour ceux qui connaissent. Et je trouve que ça va plutôt bien avec la voiture. On aurait pu l'emmener sur autoroute, mais à part vous dire qu'à 130 vous êtes environ à 1700, 1800 voire 2000 tours minute en quatrième. Bon, il n'y a pas beaucoup plus d'intérêt que ça. Elle sait très bien faire, il n'y a aucun souci. Mais je pense que c'est ce genre de route qui est vraiment intéressant. Alors, on va parler du moteur, on a parlé de la boîte, du train arrière, on va parler un peu du freinage. On a 2 pistons à l'avant, un piston à l'arrière. Le freinage
ici on a en plus des disques percés, ventilés, assez épais d'ailleurs. Donc en théorie je m'attends à avoir un freinage qui soit endurant. Vu que c'est des disques percés, on a quand même une ventilation qui est censée être là, et puis on va dire que c'est censé rendre l'endurance du freinage encore plus performante. Et ben je trouve que non, je trouve que le freinage, pas qu'il est pas performant, pas endurant, mais je trouve qu'on le perd quand même très vite. On se sent très vite dans une situation où on se dit oula, la voiture elle freine quand même pas super bien. Alors je sais pas si ça tient à l'entretien de la voiture, mais je pense pas, parce que les plaquettes et les disques sont quasiment neufs. Ou si ça tient vraiment au fait que voilà, c'est pas bien foutu, je sais pas. En tout cas sur cet exemplaire là, ça vaudrait le coup d'en tester une autre en manuel. Sur cet exemplaire, on est sur un truc qui est quand même pas forcément, voilà, ça casse pas des barres. Il n'empêche que ça permet, vous l'entendez derrière moi, d'exploiter un peu le V8. Alors on n'est pas très haut, vous voyez dans les tours, on n'a pas dépassé les 2500. Et on a déjà des bonnes sensations. Et au niveau de la conduite, moi c'est comme ça que j'aime bien la conduire. Il n'y a pas besoin de mettre dedans tout le temps, même si c'est très marrant. C'est rigolo. Et derrière, faut freiner. Alors, on s'en met une petite quand même. Voilà, c'est marrant, mais en soi, pour avoir vraiment un regain de vitesse en peu de temps, ça va très bien. Mais là où moi je la préfère, c'est vraiment voilà, sur ce train un peu sur ce filet de gaz en fait, qui nous permet déjà d'être à des vitesses qui sont prohibées. Sur ce filet de gaz, la voiture fait super bien le job. Au niveau de la conduite, de la direction et des trains, c'est quand même assez bien rivé au sol. On peut prendre quand même un peu d'angle. Avec un peu de vitesse, il faut dire qu'il y a quand même un bon CX. Après, cette voiture, on va pas se mentir, elle est dangereuse. C'est-à-dire que là, on est sur du sec, il fait beau, il y a un peu de vent. Donc, ça va à peu près. Je vais pas chercher non plus à aller générer une dérive. Je vais pas chercher le survirage parce que c'est pas ce que j'ai envie. J'ai mon fils à côté de moi qui profite de la voiture. Donc l'idée, c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est de profiter, de s'amuser sans se faire peur. Donc elle sait très bien faire. Donc en vrai, si on est intelligent, si on va pas la pousser à accélérer, à mettre des piétaux en plein virage, ça va. Par contre, si effectivement on s'amuse à aller chercher un peu les lois de la physique sans aucune notion, je dis même pas de connaissances, je dis des notions en pilotage de base, c'est-à-dire par accélérer en plein virage comme un bœuf, ne pas freiner dans le virage. Voilà, si on respecte les notions de pilotage de base, ça va. Par contre, pour la personne qui n'est pas avertie, comme on dit dans les annonces, ça marche très fort et on peut facilement se tuer avec. Là, je suis sur plusieurs groupes, notamment des groupes aux États-Unis, en France. C'est quasiment toutes les semaines que je vois quelqu'un qui en a craché une, parce que voilà, ça reste très puissant, très violent, et si on n'est pas un minimum habitué, ouais, c'est dangereux comme bagnole. On parle même pas d'un temps de pluie ou voire d'un temps de neige. J'ai testé pour vous les deux, je l'ai testé sous une pluie légère, sous une pluie vraiment violente. Au péage, en réaccélérant doucement, j'ai quand même réussi à glisser. Donc vraiment, voilà, pour vous donner un peu le niveau de poussée, on va dire, et de performance de la voiture, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains, pour reprendre l'expression de notre cher Étienne Le Beau Leader. Derrière, ça reste une caisse qui fait vraiment super bien le job, c'est-à-dire vous mettre la banane à vous et à votre passager. Je pense que le petit qui est à côté de moi, il en profite régulièrement et il a la banane à chaque fois.
Donc on a vraiment quand même une très bonne tenue de route tant qu'on respecte les principes de base de pilotage. Ça fait vraiment très bien l'affaire. On peut prendre des angles, on peut prendre des virages en fait, et même enfin pas des virages mais des courbes à des vitesses qui commencent à être vraiment intéressantes. Et la voiture elle reste collée au sol, hein. Donc c'est quand même performant pour ce que c'est-à-dire voilà, un gros V8 américain. Mais par contre on a un châssis quoi, on a un vrai châssis, on a des amortisseurs. Je crois pas qu'il y ait de ressort, c'est des barres, c'est plus des barres de torsion en fait qu'on a à l'avant. La voiture étant très basse et n'ayant à mon sens pas de ressort, ça la renferme sans être inconfortable. Et ça permet vraiment de se sentir en sécurité quand on roule. Je parle d'un point de vue châssis. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mouvement de roulis. Et du coup c'est quand même assez intéressant, surtout sur ce genre de route. Bon, on n'est pas sur des virages trop prononcés, on n'est pas sur des épingles, mais c'est quand même voilà, là qu'on peut profiter de la voiture au maximum. Comme je le disais il y a 2 minutes dans la description de la voiture, c'est une voiture qui n'est pas comparée à une Mustang, à une Challenger, à une Camaro. Voilà, ça c'est des muscle cars. La Corvette c'est vraiment un mix entre là en boîte auto, une GT et une supercar. Et donc ce qui veut dire que les voitures qu'on va avoir en face, ça va être des voitures de ce même gabarit là. Donc je vous laisse profiter un peu du son. Ce qui veut dire qu'en face, on va avoir de la Ford GT, on va avoir de la Viper. La Viper qui est nettement moins abordable en termes de conduite. Et la GT, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, c'est normal que ça roule pas en fait, puisque c'est pas une muscle car, c'est pas un gros break d'autobahn, c'est vraiment une voiture qui est faite pour ce genre de route, qui est faite pour se faire plaisir. C'est pas qu'un dragster, non, ça sait très bien le faire, mais c'est pas que ça. Ce qui est vachement appréciable du coup, c'est vraiment le son très rauque du moteur sur les, comme on est là, 1500-2000 tours. Avec l'échappement Remus, c'est vrai que ça fait vraiment bien le job. On a un petit enchaînement de virages et je vais essayer de prendre gentiment. L'avantage aussi, je sais pas si on le voit à la caméra, c'est que pour une voiture de 2001, on a quand même le head-up display, donc l'affichage tête haute. Ce qui est vraiment pratique pour pas trop quitter la route, les yeux de la route. Et on retrouve toutes les infos qu'on veut, la vitesse, le nombre de tours minutes, la température moteur. Donc ça va vraiment très bien. Voilà. Bon alors je vais pas chercher les limites, hein. Puis j'ai laissé aussi l'anti-patinage en place parce que ça va très vite aussi. Alors l'anti-patinage il est marrant parce qu'il coupe vraiment tout. C'est-à-dire que du moment qu'il sent qu'il n'y a plus d'adhérence sur un des trucs, il coupe tout. Alors que c'en est presque dangereux, des fois je préfère presque rouler sans. Parce que du coup, si ça coupe tout dans une situation qui est un peu touchy derrière, ça peut vraiment poser problème. Donc un super engin pour avoir du fun et se faire plaisir. Et en plus de ça, a une gueule qui est vraiment impressionnante, hein. La Corvette, c'est une gueule de supercar, ça a un cul d'enfer. Je pense que ce que je préfère dans cette voiture, c'est son cul. Je pense que ça va même être le titre de vidéo, quoi. Le plus beau cul de la production automobile. Vraiment, elle a tout pour un budget contenu. Ouais, cette caisse, elle m'a vraiment permis de rentrer dans un autre monde, même si c'est pas la mienne. J'ai énormément de souvenirs avec. Elle m'a vraiment éclaté. Et je remercierai jamais assez son propriétaire de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de vivre tout ça avec. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est que des bouts de tôle, mais franchement, quand on voit le plaisir qu'il nous procure, c'est quand même autre chose.
Des beaux moments de partage aussi, que ce soit avec mon petit, que ce soit avec des enfants, des fois que je croise, des écoles qu'on croise, et puis que quand on voit les regards des enfants, les cris parce que ça les éclate, tu mets un petit coup de gaz comme ça. Ah, c'est vraiment c'est vraiment kiffant en fait, c'est addictif. Elle est addictive cette bagnole. Au niveau de la conso, parce que l'addiction c'est bien, mais comme toutes les addictions ça a un prix. Ah, écoute-moi ça. Comme toutes les addictions ça a un prix. Au niveau de la conso, on est sur entre 13 et 18 litres selon comment on tape dedans. Là je suis à 17 litres 2 parce que je fais essentiellement des petites routes depuis quelques temps. Et forcément bah voilà, ça tire un peu plus. Mais sinon voilà, on arrive vraiment à avoir des consos qui sont assez raisonnables. Pour la voiture hein, encore une fois. Petit point négatif aussi, les assemblages. C'est à l'américaine, c'est beaucoup de plastique, ça varie pas très bien. On a beaucoup de bruits parasites, je sais pas si on les entendra sur la vidéo, mais pas mal de bruits parasites, de bouts de plastique qui frottent les uns avec les autres. Voilà, on sent que les assemblages c'était pas forcément le premier point d'attention, c'était pas trop leur délire. Eux, ce qui les intéressait, c'était vraiment qu'il y ait le moteur, la boîte, et puis on roule, et on t'envoie la tête dans la putette et ça va très bien. Donc ouais, les assemblages c'est pas forcément ça. Après, honnêtement, moi j'ai rien à lui reprocher. Malgré tout, elle sait tout faire. Pour peu qu'on fasse gaffe. Elle s'est déménagée, on a déménagé avec, ouais, sans le toit, forcément il y a de la place dans le coffre. Elle sait aller chercher votre gamin à l'école, elle sait vous emmener en voyage à deux. Ah. Franchement, c'est la voiture parfaite pour commencer avec une supercar GT. Voilà, un délire dans ce genre là. On va parler du prix juste après. Donc je conseille à tout le monde qui pourrait en avoir les moyens et qui a envie de sauter le pas, allez-y, franchement, vous serez pas déçus. Donc du coup on attaque la dernière partie de la vidéo. On profitait pour aborder les sujets qu'on n'a pas encore abordés, notamment la partie fiabilité. Fiabilité, aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire sur la voiture, si ce n'est quelques problèmes électroniques. Le premier c'est que moi j'ai eu, donc c'est au niveau de l'alternateur, le régulateur d'alternateur, enfin le régulateur de tension de l'alternateur qui a tendance à merder après quelques années. Alors moi je le vois surtout quand il fait froid l'hiver. La tension de l'alternateur elle vacille énormément, ça crée des problèmes, notamment ça fout en rade le système d'ABS et le système d'anti-patinage. Et en hiver, en général des routes humides, c'est pas le meilleur moment. Mais bon, alors ça se solutionne en changeant l'alternateur. Derrière, en termes d'autres soucis, alors soucis que j'ai en ce moment même, c'est la colonne de direction qui se bloque. C'est un défaut électronique, c'est lié au boîtier qui s'appelle LMC5. J'ai pas encore pu creuser plus le sujet. Mais si ça vous arrive, voilà, vous savez que c'est ce boîtier-là qui pose problème. Donc les symptômes, c'est qu'on met la clé, on peut même démarrer la voiture, avancer quelques centimètres et elle cale. Mais la colonne de direction, elle reste bloquée. En fait, le Neyman reste actif. Donc il faut que je regarde comment solutionner ça. Apparemment, c'est très répandu sur cette voiture. Ça m'amène du coup à un autre souci avec la voiture, c'est le prix des pièces. Il n'y a pas beaucoup de pièces de Corvette disponibles facilement en France, mis à part chez des revendeurs. Je n'ai pas de nom particulier à vous donner. En tout cas, si vous regardez sur Autodoc, Oscaro, etc., vous ne trouverez pas forcément beaucoup de pièces. Le site de référence, c'est Rock Auto. Et c'est des pièces qui se trouvent aux États-Unis. Alors, le problème de la pièce aux États-Unis, c'est que c'est pas de la pièce très chère en général en elle-même, à peu près les mêmes prix qu'en Europe. Mais par contre, il faut compter le coût du transport, le coût de la douane, et derrière le coût de la pièce en plus. Donc mis les trois bout à bout, en général vous prenez le coût de la pièce et vous prenez quasiment la même chose que vous rajoutez en transport et en taxe douane. Et ça c'est vrai que c'est un peu rédhibitoire parce que par exemple un alternateur qui va coûter 400-500 $, en fait il va vous revenir à 1000 $. Enfin 1000 €, on peut à peu près faire la conversion, 1000 € tout compris. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le point chiant. Mais bon, après, comme c'est une bagnole qui est globalement fiable au niveau mécanique, vous n'aurez pas trop ce genre d'emmerde.
On va parler de l'aspect prix. Donc d'une Corvette C5, donc 98-2004, on va pouvoir en trouver dans des fourchettes entre 20 000 et 40 000 euros. Alors je sais, c'est une fourchette qui est très large, mais ceci dit, il faut bien nuancer ce que je viens de dire. C'est-à-dire que 20 000 euros, on va avoir des voitures qui ont souvent plus de 100 000 km, souvent en boîte automatique, qui vont être donc coupées ou cabriolets. Et en bon état, hein. Mais c'est vrai que c'est le kilométrage qui va faire un peu le prix. On en trouve sous les 20 000, mais en général elles ont un peu des petits problèmes ou vraiment beaucoup de bornes, de 100 000 bornes. Après c'est une voiture qui est fiable, hein, donc vous pouvez y aller, hein, même de 100 000 ça tiendra. Mais voilà, 20 000 on aura à peu près ce genre de produit là. Entre 25 et 30 on va commencer à avoir des boîtes manuelles, des voitures qui ont entre 50 et 100 000 km et qui sont plutôt en très bon état. Au-dessus de 30 000, on va avoir quelques modèles. Alors pour moi, c'est pas toujours forcément justifié. Or, et c'est pour ça que je nuance bien ce que je dis, hors Z06. Donc la Z06 qui est donc une coupée, uniquement en boîte manuelle, uniquement avec le V8 de 400 chevaux et qui n'était pas importée en Europe. Donc c'est aussi ça qui fait un peu son prix. Et sur des Z06, on tourne quand même autour des 40 000 euros. Mais en gros, faut prévoir un budget de 30 000 pour se donner le choix. Et sur un 5 litres 7 350 chevaux, il y a quand même largement de quoi faire, avec des voitures en très bon état. J'en profite du coup pour conclure un peu cette vidéo. Moi, cette caisse, elle m'a apporté vraiment des sensations et des souvenirs que j'ai encore eu avec aucune autre bagnole. Alors il y a plein de gens qui diront ouais, une bagnole c'est que des bouts de tôle, c'est un moteur, etc. Enfin, mais moi elle m'a permis de vivre des trucs de fou. Ça m'emmène du coup au projet principal de la chaîne. Il y en aura deux, mais en tout cas le premier ça va être de m'en acheter une. Du coup j'ai l'idée déjà de ce que je veux. Je voudrais la même en boîte manuelle, la couleur un Nassau Blue, c'est un bleu électrique, et avec un intérieur de cette couleur là ou en cuir crème. Donc c'est vraiment le projet à court terme de la chaîne, en trouver une. J'espère que j'arriverai à trouver mon bonheur. En Europe c'est pas facile, même aux États-Unis, mais je suis confiant. J'en profite aussi pour vous parler de la bande son de la vidéo. Si vous avez aimé, ça s'appelle Mescaline Cactus, c'est un groupe français, c'est un groupe de potes. Et ils ont été super sympas parce que du coup je leur ai demandé si je pouvais utiliser leur musique pour animer la vidéo et puis ils ont dit oui. Donc si ça vous plaît, tous les liens sont en description, allez écouter leur musique, c'est top. Moi il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous plaît, je vous engage à me suivre et puis on se dit à la prochaine. Salut!